Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en cette soirée du jeudi 18 décembre 2025. Dans les actualités de ce jour, les pillages de biens appartenant à des particuliers dissimulés sous le terme de perquisition ne semblent pas prêts de prendre fin. Le domicile d'Aina Ravatmang, fils de l'homme d'affaires Mami Ravatmang, a été la cible d'une perquisition aujourd'hui à 1h du matin. Les agents de sécurité ont été déshabillés et menacés de ne pas révéler que des biens ont été emportés au cours de l'opération. Reportage. C'est à 1h du matin que des agents procédant à une perquisition se sont rendus au domicile d'Aina Ravatmang, fils de l'homme d'affaires Mam Ravatmang, dans la nuit du mardi 17 décembre au mercredi. Deux véhicules ont été emportés à cette occasion et durant la perquisition, les agents de sécurité du quartier ont été déshabillés et menacés afin qu'ils ne divulguent pas que des biens avaient été saisis lors de l'opération. Selon des informations provenant des employés, une perquisition aurait également eu lieu au sein de l'entreprise Polymad appartenant à cet opérateur économique. L'opération a été menée par des forces de l'ordre, certaines en uniforme et d'autres en tenue civile, selon les informations. Ainsi, les perquisitions assimilables à des actes de pillage et de vol se poursuivent. Et dans les actualités de ce jour également, les étudiants de l'ENS d'Ampeflo ont effectué une manifestation aujourd'hui bloquant la circulation et incendiant des pneus pour réclamer leurs droits relatifs à l'accès au logement universitaire et au paiement des bourses d'études. Ils ont lancé un ultimatum de 24 heures aux responsables pour répondre à leurs revendications. Reportage de fin de Sinamiré. La revendication des bourses d'études est à l'origine de la manifestation menée aujourd'hui par ces étudiants de l'ENS à Ampeflo. Ils ont ainsi bloqué la circulation et incendié des pneus. Nous réclamons nos droits, déclarent-ils. Ils demandent également l'accès à des logements universitaires. Les étudiants ont lancé un ultimatum de 24 heures aux responsables du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour répondre à leurs revendications. Ces étudiants annoncent un durcissement du mouvement dès demain si aucune mesure n'est prise. Et les usagers de la route se plaignent de la dégradation avancée de ces derniers dans tout Madagascar, qu'il s'agisse des transporteurs ou des opérateurs touristiques. Tous expriment leur mécontentement. Selon eux, le temps de trajet et la consommation de carburant ont doublé. Les usagers de la route donnent jusqu'à lundi pour rencontrer les autorités compétentes. Reportage de Fanesina Mireille sur les images de Sechan Jenab. De nombreux problèmes sont rencontrés sur les routes en raison de leur mauvais état, selon les usagers. Sur la route nationale numéro 7, reliant Antirabé à Antananarive, le trajet dure désormais entre 7 et 8 heures, alors qu'il ne prenait auparavant que 4 heures. Il en est de même sur l'axe Sakara-Touliar, où la durée du trajet est passée d'environ 1h30 à 2 heures, à près de 7 heures. Il n'existe plus de route nationale en bon état, déclarent ces usagers, qui se sont regroupés pour s'exprimer aujourd'hui. Les routes en mauvais état endommagent également les véhicules et les coûts de réparation sont très élevés. Cela constitue l'une des principales sources de plaintes des usagers, en plus des dépenses en carburant et de la perte de temps. Toujours dans cette page sociale, Madagascar ne figure pas encore parmi les pays qui accordent une place suffisante à la valorisation du capital humain et de l'environnement de manière générale. Si l'on se réfère au rapport sur l'indice de développement humain ou IDH, selon ce rapport, les trois secteurs clés, l'éducation, la santé et le niveau de vie de la population malgache affichent tous des taux inférieurs à 1. Pour l'année 2023, l'IDH de Madagascar est de 0,525. Une légère amélioration a été enregistrée, mais le niveau demeure encore faible selon les explications dans ce reportage. Les inégalités de développement entre les zones rurales et urbaines, ainsi qu'entre les différentes régions, figurent parmi les principales causes du faible niveau de l'indice de développement humain à Madagascar. D'après le rapport publié par le PNUD au Programme des Nations Unies pour le développement, l'IDH du pays s'élève à 0,525, traduisant une légère progression, mais restant insuffisant. Il est à rappeler que l'IDH repose sur 3 composantes essentielles, l'éducation, la santé et le niveau de vie. Madagascar
Les indicateurs de ces 3 dimensions restent globalement faibles en raison des disparités sociales, notamment entre le milieu rural et le milieu urbain. En effet, 34% de la population rurale n'a pas accès à l'éducation, contre 12% en zone urbaine. En matière de santé, une amélioration de l'IDH a été constatée après une baisse observée en 2020. Concernant les conditions de vie de la population en général, bien que le niveau reste faible, une progression a également été relevée avec un indice de 0,521, se rapprochant progressivement du seuil requis selon le rapport. Par ailleurs, le document souligne l'insuffisance de la couverture sociale à Madagascar. Le lancement officiel de ce rapport vise ainsi à sensibiliser les décideurs et les acteurs concernés à l'importance du développement humain, à faciliter la prise en compte des recommandations formulées et à encourager les investissements dans les secteurs fondamentaux. Ce rapport national sur l'indice de développement humain constitue un outil stratégique destiné à orienter les politiques nationales et régionales, à renforcer la capacité du pays à faire face aux pressions sociales, économiques et environnementales et à améliorer durablement le niveau de vie de la population malagasy. Restons toujours dans cette page sociale, mais partant au niveau des universités, à partir de l'année prochaine, les étudiants des 6 universités de Madagascar bénéficieront d'un accès gratuit à Internet pendant 3 heures par jour. Cette initiative vise à améliorer la qualité de l'enseignement et constitue également un défi relevé par une entreprise privée opérant dans le secteur des télécommunications dans le cadre de sa contribution au développement de l'enseignement supérieur à Madagascar, notamment à travers le système LMD. Reportage sur les images de Nzaran Jentsu. Le secteur de l'enseignement supérieur connaît actuellement une évolution notable grâce à la facilitation de l'accès à Internet pour les étudiants. Une convention de partenariat a été signée hier entre une entreprise privée de télécommunications et le ministère en charge des télécommunications. Cet accord porte sur l'octroi d'un accès gratuit à Internet pendant 3 heures aux étudiants des 6 universités publiques à compter du mois de janvier. Le modèle universitaire a profondément évolué. Avec le système LMD, l'apprentissage repose de plus en plus sur la recherche autonome, l'accès à des bases de données, à des plateformes pédagogiques et à des contenus en ligne. Or, cette autonomie n'est réelle que si la connectivité est disponible, fiable et accessible. C'est dans cette logique que nous avons conçu ce programme de hotspot universitaire avec notre ministère de tutelle. Des espaces pensés pour soutenir le travail académique, la recherche et la production intellectuelle dans des conditions techniques adaptées aux usages universitaires. Selon les explications, il ne s'agit pas uniquement d'offrir un accès gratuit à Internet, mais bien d'une réelle contribution au développement de l'enseignement supérieur, tant sur le plan qualitatif que sur l'amélioration du niveau de formation et des compétences des étudiants avec une ouverture accrue à la recherche. Il ne s'agit pas uniquement d'un accès à Internet, mais de la création d'un environnement numérique propice à l'apprentissage, à la recherche et à l'innovation. Cette entreprise privée propose une connexion Internet de qualité via la fibre optique avec un débit compris entre 500 et 800 MB par seconde. Des offres à tarifs abordables seront également proposées aux étudiants qui dépasseront les 3 heures d'accès gratuit prévues. Par ailleurs, selon le ministre en charge du secteur, ce dispositif ne se limitera pas aux 6 universités concernées, mais sera étendu à d'autres universités et établissements d'enseignement. Dans l'actualité sportive de ce soir, la première édition du Gasuku National, véritable moment de rassemblement des acteurs du karaté-do à travers des sessions de formation et d'évaluation multidimensionnelles, s'est déroulée dans une ambiance conviviale au sein de la grande famille du karaté-do malagasy. À l'initiative de la Fédération malagasy de karaté-do, l'événement s'est tenu au Palais des Sports de Mamasna durant les 3 premiers jours de la semaine du karaté-do. Il se poursuivra ce vendredi pour le championnat national par équipe, toujours au Palais des Sports de Mamasna. Reportage de Anza Razonarville et Narsu Razakassan. Les 3 premiers jours de la semaine du karaté-do malagasy ont pris fin hier soir, marqués par la clôture du Gasuku National. La Fédération malagasy de karaté-do est ferme. Tous les responsables de la discipline dans tout le pays doivent obligatoirement participer chaque année à un Gasuku national de ce genre. Le karaté-do malagasy respecte scrupuleusement le calendrier de la Fédération internationale. La tenue du Gasuku en fait partie intégrante. Par ailleurs, pour la première fois, les championnats nationaux individuels et par équipe seront dissociés. Ce week-end sera ainsi consacré au championnat de Madagascar par équipe qui débutera ce vendredi au Palais des Sports de Mamasna.
Les finales auront lieu dimanche à partir de 14h, suivies de la remise des attestations aux responsables ayant pris part aux différentes formations organisées durant le Gasoko national. Passons à présent aux actualités internationales. En France, des milliers d'agriculteurs européens manifestent pour protester contre la politique agricole de l'Union européenne, ciblant notamment l'accord de libre-échange avec le Mercosur, accusé de mettre en danger de nombreuses filières. France 24. Un barrage de flammes qui coupe entièrement cette autoroute près de Carcassonne, dans le sud-ouest, mercredi soir. Les agriculteurs ne décolèrent pas contre la politique du gouvernement face à l'épidémie de dermatose nodulaire. Ce jeudi, 5 autoroutes restent en partie bloquées dans le sud-ouest, entre Bayonne, Toulouse et Carcassonne notamment. Une quinzaine de mobilisations sont attendues aux 4 coins du pays. Mercredi à Limoges, les agriculteurs ont érigé un mur de paille devant la préfecture. Ils demandent toujours la fin de l'abattage systématique des troupeaux en cas de contamination d'une vache, même s'ils sont indemnisés. Nos troupeaux, c'est tout ce qu'on a. Un abattage, c'est dramatique pour une ferme et malgré tout ce qu'on peut nous dire, les indemnisations, les accompagnements ou autres, ça ne remplacera jamais nos troupeaux. Il y a plusieurs méthodes à faire, que cette méthode-là qui est assez barbare. Il y a un sénateur qui l'a dit l'autre jour au Sénat, il y en a un qui tousse qu'à la grippe, on va tuer tous ceux qui sont au Sénat. Non, on ne va pas tous les tuer. Le gouvernement accélère la vaccination des troupeaux pour contenir l'épidémie. Un préfet spécial est chargé de superviser l'opération. Les principaux syndicats agricoles seront reçus vendredi à Matignon par le Premier ministre. Faute d'avancée, les agriculteurs menacent de poursuivre leur mouvement pendant les fêtes. Le chancelier allemand Friedrich Merz a salué l'avancée des pourparlers avec les émissaires américains à Berlin, jugeant qu'un cessez-le-feu avant Noël ne dépendait plus que de la Russie. Volodymyr Zelensky a évoqué des progrès quand Donald Trump s'est montré très optimiste après s'être entretenu avec le président ukrainien et plusieurs dirigeants européens. De leur côté, les Européens ont avancé la proposition d'une force multinationale. France 24. Nous en dit plus. Un convoi exceptionnel pour une réunion des plus importantes à Berlin. Après 5 heures passées en leur compagnie la veille, Volodymyr Zelensky a de nouveau rencontré les envoyés spéciaux américains Steve Witkoff et Jared Kushner ce lundi. Si le président ukrainien fait part d'avancées notoires dans ses négociations de paix, il ne semble pas prêt à céder à une requête de Washington, le retrait des troupes ukrainiennes de la région de Donetsk. Une zone en grande partie occupée par les Russes. Il y a eu suffisamment de discussions concernant les territoires et il me semble que pour l'instant nous avons des positions différentes, je le dis franchement. Cependant, je pense que mes collègues ont entendu ma position personnelle et je suis très heureux d'avoir pu leur en faire part, personnellement. Mais tout le monde est prêt à travailler de manière productive. Volodymyr Zelensky est prêt à faire quelques concessions, comme l'abandon de son projet d'adhésion à l'OTAN. En échange, il réclame des garanties de sécurité pour son pays. Et l'Europe est prête à lui en fournir. Les 27 ont proposé de diriger une force multinationale en Ukraine, mais aussi de soutenir de manière durable l'armée ukrainienne, limitée à 800 000 soldats. D'après le chancelier allemand, Washington aurait également proposé des garanties de sécurité remarquables pour Kiev. Ces derniers jours, nous avons été témoins d'un élan diplomatique significatif, peut-être le plus important depuis le début de la guerre. Nous avons maintenant une chance pour un véritable processus de paix pour l'Ukraine. Ce plan est encore petit, mais l'opportunité est réelle. Une opportunité qui dépendra également de Moscou. Le Kremlin a aussi ses exigences. Il refuse que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. En revanche, il pourrait accepter son adhésion à l'Union européenne. Et revenons justement dans la situation au niveau de l'Ukraine. Environ une fois par semaine, la Russie mène des attaques combinées massives de drones et de missiles contre l'Ukraine, ciblant généralement plusieurs villes. Rien que dans la capitale Kiev, ces attaques ont tué plus de 330 civils depuis 2022 et en ont blessé 900 autres. Des milliers de personnes ont perdu leurs biens ou leurs véhicules. Reportage d'un correspondant de France 24. Octobre 2025, pour la première fois, des drones russes frappent le quartier historique de Podil à Kiev.
Alors, à la deuxième alerte aérienne, ils sont plus nombreux que d'ordinaire à se précipiter vers le métro. Lilia et son petit ami s'y réfugient pour la première fois. Ce quartier a toujours été calme. On se réfugiait juste dans le couloir, 2 murs entre nous et la rue. Mais aujourd'hui, même dans le couloir, c'était terrifiant. Une fois que les trains s'arrêtent, l'éclairage est réduit. Chacun tente de dormir. Au petit matin, on constate les dégâts. Cet immeuble de bureau est celui qui a le plus souffert. Non loin de là, l'un des 5 drones a laissé ce cratère, juste derrière une école. Les élèves et les enseignants déblaient. Pour eux, l'heure est grave. Mais l'attaque ne fait même pas les titres de la presse. Personne n'a été grièvement blessé. 1 mois et demi plus tard, les élèves répètent leur spectacle de Noël. Chaque matin à 9 h, l'Ukraine observe une minute de silence pour les soldats morts au combat. On le fait depuis 1 an, peut-être 2. Oui, depuis 2 ans peut-être. Au début de l'invasion à grande échelle, on n'avait que des cours en ligne, pas ici. Les frères d'Irina servent dans l'armée. Pour elle, ce rituel est difficile. J'ai une boule dans la gorge et je pleure, mais je ferme les yeux pour que les enfants ne le voient pas. C'est dur de ne pas dormir la nuit et puis le matin d'aller travailler et de voir les élèves qui eux non plus n'ont pas bien dormi. Mais ce sont eux qui ont demandé à ce qu'on répare l'école aussi vite que possible pour qu'ils puissent venir en cours. Et vous voyez même que maintenant, alors que nous n'avons pas d'électricité, les élèves sont là. Vu la taille du cratère, le drone n'a pas été abattu. Les habitants ignorent quelle pouvait être sa cible dans ce quartier résidentiel. Je pense que nous avons juste eu de la chance, ils ont volé n'importe où. Et pourtant ces immeubles sont intacts, celui-là aussi. Nous vivons comme dans un casino. Yegor Dudinov développe des systèmes électroniques de lutte anti-drone. D'après lui, c'est bel et bien un coup de chance si le quartier n'a pas subi davantage de dégâts. Grâce à ce qu'on appelle le spoofing, on peut dévier un drone de sa cible en lui communiquant de fausses coordonnées. Mais le diriger vers un endroit précis, ça, nos systèmes ne le permettent pas. Dévier les drones de cibles potentiellement importantes vers des lieux non stratégiques, un moindre mal alors que la défense antiaérienne devient de plus en plus difficile. Le problème est que les drones volent désormais en essaim. Cela veut dire qu'ils communiquent entre eux, se transmettent des signaux, et c'est un défi énorme pour les systèmes de lutte anti-drone modernes. J'espère vraiment que les pays européens vont en tirer les bonnes conclusions et apprendre de notre expérience. En cas d'attaque, la règle est de se rendre aux abris. Chez elle, Darina garde toujours un sac à dos tout prêt. D'habitude, je prends aussi mon ordinateur, ma carte d'identité, mon passeport, un peu d'argent liquide, mon chargeur de téléphone, une crème hydratante, des serviettes, un baume à lèvres. Et j'ai aussi ça, je me dis que si je meurs, il vaut mieux mourir en vyshyvanka, la chemise brodée traditionnelle ukrainienne. Celle-là, c'est un cadeau d'anniversaire de ma maman. Darina a la chance d'avoir un abri anti-atomique au sous-sol de son immeuble. Quelqu'un planifiait d'ouvrir quelque chose ici, mais ils n'ont pas réussi avant l'invasion et depuis ils ont quitté le pays. Les résidents leur ont écrit et ils ont envoyé les clés en disant « Bien sûr, vous pouvez l'utiliser comme un abri ». Darina s'est installée dans ce quartier il y a 3 mois.
Elle s'est liée d'amitié avec son voisin Volodymyr durant sa première nuit dans cet abri. Вже в Києві, так? О, вау! На дрон не схоже, все ж таки більше ракета. Таким чином ми проводимо час. Parfois, il parle aussi de politique. Mais les tractations de paix, il n'y croit pas. Не можуть знайти договорні цілі. У президента нема повноважень навіть обговорювати ці питання. Вони заборонені Конституцією. Взагалі, про що йде мова? Аби гірше не стало, так. Гірше не стало, так. Ну, добраніч. L'alerte est levée peu avant 3 heures du matin. Darina devra se lever à 7 heures pour aller au travail. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bon site de programme et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.